L'audit, c'est pour les experts en comptabilité. Non, pas du tout. Nous avons des ingénieurs et plein d'autres personnes. L'audit, c'est beaucoup de chiffres et peu de relationnel. Oui et non. L'audit, un métier monotone et routinier. Ah ça non, pas du tout. L'audit, c'est un tremplin vers d'autres métiers, mais pas vraiment une carrière en soi. C'est vrai, c'est faux, ça nécessite un développement. Ok. L'audit financier, un univers qui fascine autant qu'il intrigue. Aujourd'hui, on vous amène au cœur d'un des plus grands des géants de la finance, un Big Four pour les familles qui connaissent, afin de découvrir la réalité derrière chiffres et rigueur. Quels sont les aspects qui contournent le métier? Quel est le quotidien finalement de nos auditeurs financiers? Pour savoir tout ça, restez avec nous car ensemble nous allons aller au-delà de nos frontières. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Ici on parle de divers sujets d'ordre scolaire, professionnel et même culturel. Bref, de tous les sujets qui nous concernent, nous, jeunes qui avons fait le courageux choix de quitter nos pays d'origine pour nous installer ailleurs. Donc ce sont des thématiques qui vous intéressent et s'il fait progresser la communauté, c'est dans vos valeurs et vos perspectives. N'hésitez pas à nous rejoindre, à grandir avec nous car ensemble, nous allons pouvoir proposer des contenus toujours plus pertinents. Alors, aujourd'hui, on va parler d'audit financier comme vous l'avez suivi au tout début. Pour cela, je suis avec un invité de renom. Vous allez le voir, il est très très intéressant. Il a décidé de nous accorder un peu de son temps pour venir partager sur la chaîne. Bonjour Karl Nana. Bonjour Ralph. Comment tu vas? Bien merci et toi? Non, ça va super. Je rappelle encore à nos invités, mais je sais que pour toi ça a été compliqué de venir ici. Tu étais encore chez le client, on est le samedi frère, je dois quand même te trahir devant nos auditeurs. Même le samedi, le travail ne nous laisse pas. Oui mais je pouvais pas déroger à ton invitation. Ah, je ok. te remercie encore. Ok, non, c'est super que tu sois là effectivement. On va essayer d'entrer dans ton univers un peu pendant ces quelques minutes où tu vas nous tenir pendant cet échange. Est-ce que tu peux déjà te présenter à nos auditeurs qui t'écoutent? Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nana Karl. J'ai fait des études en finance, en école de commerce, plus précisément finance d'entreprise. Je suis camerounais et là je suis en audit financier. Alors Karl, dis-nous, comment est-ce que tu es tombé sur l'audit? Alors, j'ai fait un stage de fin d'études de 6 mois en audit. Donc, j'ai bien apprécié le métier, les process et surtout le fait que ce soit un bon tremplin pour moi pour les métiers que j'aimerais faire plus tard. Ok. Donc, à la suite de mon stage, j'ai souhaité rester pour continuer, faire quelques années et puis m'envoler, suivre ma carrière professionnelle. Tu as dit que tu as fait une école de commerce. En école de co, quand tu commençais, est-ce que tu connaissais déjà tous ces différents métiers de la finance? Je connaissais mais vaguement. Ok. C'est à la suite de moult recherches que j'ai pu trouver en fait ce qui me convenait ou ce qui correspondait à mes appétences et ce que je voulais faire. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un métier, je sais pas, quand on est en école de co, est-ce qu'il y a un métier rêve, un métier type que tout le monde, on vous vend peut-être quand vous arrivez, où tout le monde pense et après c'est chacun qui se découvre. Est-ce qu'il y a un métier qui est comme ça? Sincèrement non. Au départ, tu vas voir beaucoup de personnes qui aimeraient faire du M&A. Merge and Acquisition. Merger and Acquisitions, ouais. Et, mais après, c'est la désillusion totale parce que bon, le métier requiert beaucoup de rigueur, beaucoup d'hours d'heures supplémentaires et c'est pas ce que tout le monde est prêt à faire maintenant, en ce moment. Ok, parce qu'il y a des contraintes liées à ce que nous on peut supporter personnellement aussi, je suppose. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le M&A et qui se sont lancées en M&A et qui vivent. Hein. C'est pas la prison. Donc, en vrai, c'est par rapport à la carrière professionnelle et par rapport aux objectifs professionnels que chacun se fixe. Et est-ce que du coup tu peux nous raconter quelle est la journée type d'un auditeur? Peut-être déjà il faudrait que je définisse ce que c'est que l'audit pour que l'on puisse comprendre ce que je veux dire par la suite. Alors l'audit, c'est un métier de contrôle des états financiers d'une entreprise. Alors en d'autres termes, nous nous assurons de la régularité et de la sincérité des comptes annuels pour les parties prenantes, donc les clients, les fournisseurs, les salariés, l'État, parce que ça donne plus de crédibilité en fait à ce que l'entreprise publie. Et ça, c'est une obligation légale? C'est une obligation légale en fonction de certains seuils d'entreprise, seuils d'employés, de chiffre d'affaires. C'est pas toutes les entreprises. Tu peux avoir des startups qui n'ont pas besoin d'auditeurs, mais à partir d'un certain seuil, oui.
Tu as l'obligation. Donc, même si tu es une startup, mais que tu es OpenAI et que tu as un chiffre d'affaires hallucinant, tu as besoin de te faire auditer, par exemple. Effectivement. Et sachant qu'il y a l'audit contractuel et l'audit légal. L'audit légal, c'est du fait de la loi. Mais contractuel, c'est parce que peut-être tu as des obligations envers des banques ou quoi. Et donc, tu fais appel à un auditeur pour qu'il te certifie les comptes que tu devras donner à ta banque ou à une personne externe. Ok. Donc, c'est une activité qui est très encadrée, très réglementée. Très, très encadrée. D'accord. Maintenant, par rapport à ta routine journalière, comment ça se passe concrètement pour les moldus qui nous écoutent? Il n'y a pas de routine, je vais dire. Sincèrement, les journées varient, ne se ressemblent pas du tout. Aucune journée ne se ressemble. Aucune journée ne se ressemble. Sauf si tu passes d'une mission à une autre. Là, les journées vont se ressembler parce que les diligences peuvent être les mêmes. Mais sur une même mission, les journées ne se ressemblent pas. Mais je pense que pour répondre à ta question, on va peut-être plus parler des phases d'un audit pour voir un peu comment ça se structure. Généralement, je peux découper ça en 4 grandes phases. Nous avons la phase de lancement, planification et évaluation des risques, où en fait on définit l'approche d'audit, on évalue les risques de l'entreprise et on fait le planning en fait des tâches que nous allons faire durant la période de clôture. Ensuite, nous avons la phase intérimaire, où nous revoyons tous les process de l'entreprise et on teste tous les contrôles mis en place par l'entreprise, que ce soit préventif ou détectif, de tout risque de fraude ou d'erreur. Donc ça, c'est la phase intérimaire. Nous avons la phase finale, donc la phase de clôture, où c'est la phase principale où nous menons nos principales diligences. Et enfin, nous avons la phase commissaire aux comptes. On l'appelle la phase commissaire aux comptes parce que c'est à ce moment-là que nous finalisons nos travaux, nous pointons les états financiers, les annexes que nous avons audités pour être sûr que effectivement ce que l'entreprise va publier, c'est bien ce que nous avons audité. Les horaires en audit, est-ce qu'on en parle? Comme je le dis, aujourd'hui on est samedi, tu m'as dit que tu étais chez le client avant de venir là, donc même le samedi on peut être amené à travailler? Oui, ouais, c'est un mythe, hein. Ouais, effectivement. C'est un mythe qui est réel du coup, qui devient réalité. Effectivement. Nous pouvons être amenés à travailler le samedi. Parce que je veux rappeler une stat que je me suis noté du coup. Un jeune auditeur qui travaille dans un Big Four confie au micro D-Financial Career travailler 60 heures par semaine. Et le comble que moi j'ai trouvé dans cela, c'est qu'il s'estimait même chanceux. Parce qu'il disait que par rapport aux autres qui travaillaient en banque d'investissement, il n'avait jamais dépassé les 70 heures par semaine. Il trouvait qu'il était plutôt dans un cadre sain. Qu'est-ce que tu penses de ça, Karl? Sincèrement, ça dépend de ce que chacun entend par sain. Parce que 60 heures, je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Tu n'es jamais arrivé à 60 heures par semaine? Si. Il y a des moments où tu dois le faire parce que tu sens que tu es dans le rush et la deadline approche. Et donc, tu dois faire beaucoup plus d'efforts. C'est-à-dire que ta conscience professionnelle t'emmène à le faire. Mais c'est vrai, ce que tu as cité, c'est vrai qu'en banque d'investissement, c'est pire. Ouais, parce que je sais plus trop c'était quelle banque. J'ai suivi ça il y a un mois, je pense. Je pense que c'était JP Morgan. Ils ont une interdiction de travailler. Je crois que c'était plus de 80 heures. Oui, effectivement. Qui est venu suite au décès d'un jeune analyste financier. Enfin, une histoire triste qui montrait véritablement que des gens peuvent dépasser régulièrement des semaines à plus de 100 heures. Est-ce que toi, tu perçois ça comment déjà? Sincèrement, je dis peut-être c'est le métier qui l'exige. Et comme je dis toujours, ça dépend des objectifs de chacun. Il y a des gens qui se disent, je peux donner le meilleur de moi-même pour atteindre les objectifs parce que j'aime ce métier, je veux le faire, je vis ce métier. Et donc, tu as des gens qui l'acceptent, mais tu as d'autres, ce n'est pas leur objectif de vie. Ils ne veulent pas avoir à faire 80 heures par semaine. Ils grandent bien leur face, hein, ils ont raison. C'est ça. C'est à chacun de voir ce qu'il peut finalement encaisser comme charge. Effectivement. Mais dans ce que tu expliques, il y a quand même un truc que je retiens. C'est pas en soi parce que le métier est tant complexe, mais comme tu l'as dit, des fois il y a les deadlines qui approchent. Ce qui fait que c'est pas une tâche qui en soi
extrêmement compliquée, mais c'est juste que tu dois la faire en un temps plus réduit, ce qui fait que tu travailles un peu plus, c'est ça, par rapport à tes heures de travail classiques. Sincèrement, le thème complexité, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Tu vois, c'est mélangé. Nous pouvons avoir des sujets complexes du coup qui nous amènent à faire des heures supplémentaires parce que à la fin, nous devons arriver à une solution. Il faut trouver la solution à ce problème. Et donc, si on avait prévu de passer 3-4 heures, c'est qu'on se retrouve à passer 12 heures sur ce problème, bah, il faut rattraper les autres tâches que nous avons à faire. Donc, ça peut être lié à la complexité de la chose, mais ça peut être lié aussi à la quantité de travail que tu as à faire. Parce que, généralement, on ne te donne pas le temps suffisant pour faire tout ce que tu as à faire. Aujourd'hui, à date où on tourne, nous sommes le samedi 26 octobre et hier s'est tenu le premier afterwork de la chaîne. Un afterwork qui a eu pour objectif de remercier un peu tous ceux qui sont passés sur la chaîne, partager leurs expériences. C'est grâce à ces personnes-là, c'est grâce à vous qui nous suivez, à vous qui donnez vos retours, qu'effectivement on peut être grand, on peut partager l'information stratégique pour notre communauté. Et pour cela encore, je vous dis merci. L'afterwork s'est très bien passé. On avait des speakers de renom également. On a eu la chance d'avoir Tanguy Tabissi ou encore Tanguy de Bangui qui a justement cofondé Black Network, réseau d'entrepreneurs africains pour mettre en avant l'entrepreneuriat pour les afros. On a également la chance d'avoir Duplex Kamga qui a fondé Studeli, qui vise à être une plateforme pour se positionner sur la résolution du problème de la mobilité étudiante à l'international. Donc, toutes ces personnes-là nous ont partagé l'expérience. Il y avait une ambiance assez fun, assez bon enfant. Bref, c'était bien. Plein d'autres vont arriver dans l'année en cours, les années prochaines, effectivement, sur diverses thématiques. Vous le verrez, ça entre dans le cadre de l'agrandissement des activités de la chaîne. Quand on veut vraiment se positionner comme étant un leader, une référence pour tous les jeunes qui quittent le pays, quel que soit leur pays, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Algérie, Maroc, tout ça, pour venir justement étudier en Europe. Quelles sont les possibilités qu'on leur offre clé en main de pouvoir s'épanouir, que ce soit pour la recherche de stages, alternance, écriture de CV, travailler sur leur personal branding, se créer un réseau fort avec des personnes de la communauté qui peuvent déjà les épauler, être le premier guide pour avoir les codes qu'il faut pour s'en sortir en entreprise. Bref, tout ceci, on a envie d'aider à se positionner pour résoudre ces problématiques-là et c'est grâce à vous qu'on y arrivera. Donc, continuez à regarder les vidéos, continuez à soutenir la chaîne et ensemble, on ira toujours au-delà de nos frontières. Un autre cliché auquel tu as dit pas forcément vrai, c'était sur le fait de l'audit, c'est que des chiffres et pas de relationnel. Pourquoi tu n'es pas forcément d'accord avec ça? Alors, pour l'audit, ce n'est que des chiffres. Je suis d'accord. Parce que nous auditons des comptes, des états financiers, c'est que des chiffres, c'est vrai. C'est de la finance, c'est de la comptabilité. Mais je veux dire qu'il y a aussi beaucoup de contrats qui rentrent en jeu. Qui dit contrat dit lecture, dit autre chose que les chiffres. Parce qu'avant de manipuler les chiffres, il faudrait comprendre ce qui a permis de comptabiliser ces éléments-là. Donc là, tu commences à rentrer dans toute la documentation, dans tous les procès-verbaux, les contrats, les statuts, pour essayer de comprendre ce qui a, je dis driver maintenant, mais ce qui a permis à l'entreprise de comptabiliser de telle ou telle manière. Donc, c'est vrai que tu as des chiffres, mais tu as aussi le côté, je ne sais pas si je veux dire commercial ou relecture des contrats, ainsi de suite. Mais l'échange avec les collègues, par exemple, tu peux être tout seul sur ta mission, tu n'as pas forcément besoin d'interagir avec des personnes, même très ponctuellement en soi. Je veux dire, le côté, j'appartiens à une team. Est-ce que tu ressens ce côté-là dans l'audit? Oui, tu es obligé de le ressentir parce que vous devez vous soutenir mutuellement. Parce que le travail est... Parce que le travail est rude. Et donc, on se doit d'être soudés, on se doit de communiquer. Parce que si on ne communique pas, on ne sait pas où on va. Et ça peut nous prendre plus de temps que prévu. Et c'est pas ce que tout le monde souhaite. D'accord. Donc nous sommes obligés de communiquer, de créer un certain lien pour que la mission se déroule de la plus belle des manières. Parce que si nous tous, nous sommes crispés, fâchés, de mauvaise humeur, je ne suis pas sûr que ça contribue au bon déroulement de la mission.
Et là, donc, ça veut dire que là, entre vous, consultants du même cabinet, ok, il y a cet esprit de cohésion, mais vis-à-vis du client, c'est quoi votre posture du coup? Nous sommes obligés d'avoir une communication fluide avec le client. Parce que c'est une relation commerciale que nous gardons avec le client. Le client peut, au bout de quelques années, nous renouveler, comme il peut décider de changer de commissaire au compte. Alors pour qu'il nous renouvelle, nous devons garder un certain lien avec ce client. Donc côté équipe d'audit et donc relation équipe d'audit client, cette relation doit être forte. Et je vais un peu insister sur la relation justement entre l'auditeur et le client parce que est-ce que le client peut avoir un intérêt à cacher une partie de ses états financiers pour les auditeurs? Est-ce qu'il a un intérêt à ce que votre audit soit biaisé? Peut-être pour ne pas montrer des faiblesses de son entreprise. Est-ce que, même si tu n'as pas encore traité ce genre de cas, est-ce que tu sais si ça existe? Ça peut exister, peut-être s'il y a eu un gros cas de fraude, mais normalement, nos diligences, nos travaux devraient nous permettre de détecter cela. Donc, nous avons... C'est-à-dire qu'en voyant qu'il y a un trou qui n'est pas expliqué, peut-être c'est ce... Effectivement, ou quelque chose qui n'est pas clair dans les comptes, c'est-à-dire que tu vas voir le client, tu vois qu'il ne te répond pas sur une transaction, parce que tu as besoin de creuser, tu as besoin de voir ce qu'il y a derrière cette transaction. Quand tu vois cette réticence du client, tu te poses les questions, tu te dis pourquoi? Donc oui, le client peut être amené, c'est pas forcément contre nous, mais c'est parce qu'il sait qu'il y a cette défaillance de son côté. Et donc c'est à nous de mettre en place des diligences assez fortes pour pouvoir détecter ces éléments-là. Un commissaire au compte ou auditeur financier a une obligation de moyens, non de résultats. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois mettre à profit tout ce que l'entreprise me procure afin de mener mes diligences. Si l'entreprise a eu à cacher des éléments, c'est pas de mon ressort, c'est pas de ma faute. Parce que j'ai travaillé avec les éléments qu'on m'a donnés. Et je peux prouver que j'ai demandé beaucoup plus, mais je n'ai pas reçu de retour. Donc c'est pour ça qu'on dit on a une obligation de moyens, c'est-à-dire que on exploite au maximum ce que nous avons à notre possession, à notre disposition, mais on n'a pas une obligation de résultat. Et un autre cliché avec lequel tu n'étais pas d'accord, c'était justement le fait que l'audit s'était vu un peu tagué comme étant un métier pour experts en comptabilité. Tu vois, genre, dans le Big Four par exemple, on sait qu'il y a beaucoup qui sont spécialisés en compta et on voit que ça matche bien avec l'audit. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Il faut forcément être un bon comptable pour être un bon auditeur? Certes, il y a beaucoup de profils comptables, mais pas uniquement. Pourquoi? Parce que je veux te dire qu'on recrute de plus en plus d'ingénieurs, des gens qui viennent de Centrale et ailleurs, dans tous les cabinets. Hein. Pourquoi? Je ne saurais te donner la réponse. Mais parce que moi, je pense que, comme tu l'as dit, c'est un métier de chiffres en soi. C'est un métier de chiffres. Vu que c'est un métier de chiffres et qu'on sait que le comptable, c'est les chiffres qu'il manipule, c'est pour ça qu'il y a ce mariage fort entre l'audit et la comptabilité, déjà, je me dis. Oui, mais je veux dire, tu peux apprendre, comme on dit souvent, tu peux devenir forgeron en forgeant. Donc, tu peux apprendre sur le tas. Toi qui es ingénieur, tu viens. Généralement, tout est bien documenté. Tu peux lire cette documentation, te l'approprier et pouvoir t'intégrer et mener les diligences comme un comptable. C'est-à-dire, au début, tu ne seras pas forcément très efficace. Peut-être tu peux même l'être, hein, mais par la suite, ça commence tu vas prendre l'ascension et puis ça ira. Okay. Sincèrement, tu peux avoir des ingénieurs, des comptables, des profils financiers, même qui n'ont pas fait forcément de la comptabilité, mais qui ont plus l'esprit analytique de la chose. Tu vois, pas le fait de passer des écritures, mais qui ont l'esprit plus analytique. Ces personnes-là sont recrutées aussi.
Alors, Karl, des clichés aussi, au tout début, c'est l'audit, c'est un tremplin vers d'autres métiers et non une carrière en soi. Ça m'amène à te poser du coup la question de savoir quels sont les débouchés finalement quand on est un auditeur financier. J'avais également une autre petite stat par rapport à ça, c'est que selon une étude du magazine RF Comptable, 3 quarts des auditeurs avec moins de 3 ans d'expérience se voyaient déjà se projeter sur d'autres postes. Donc ça montrait un peu le turnover. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'en audit, il y a un très très grand turnover. Je peux dire que chaque année, chaque cabinet recrute au moins 50 personnes. Au moins. Au moins, chaque année. Donc tu peux imaginer le flux entrant et sortant de personnes. Et par rapport aux perspectives du coup. Déjà, tu te vois faire combien d'années en audit et bifurquer vers quoi après? Sincèrement, là, je ne saurais te dire. Je sais pas combien d'années je vais faire, mais je sais que mon objectif n'est pas forcément d'être associé, donc être au top de la pile. de la pyramide, tu vois. Moi, je dis jamais, jamais. Peut-être je vais entrer dans un cercle vertueux qui va m'emmener Tu vas t'amener tout en haut. tout en haut. Mais mon objectif, c'est peut-être de rester encore 2-3 ans. C'est là que tu as une année d'audit à ton actif, c'est ça? C'est ça, effectivement. Et par la suite, peut-être aller en transaction services, donc c'est en conseil, généralement, ou bien faire du restructuring. Restructuring, c'est quoi? C'est en fait les entreprises qui mergent, donc qui fusionnent ou bien qui acquièrent d'autres entreprises. Et donc là, il faudrait revoir toute la structure de l'entreprise, refaire, je vais peut-être le business plan, le business model, ou bien revoir en fait toutes les parties stratégiques de l'entreprise. Je sais parce que on avait avant telle entreprise et telle entreprise. Lorsque vous fusionnez, peut-être auparavant, vous avez des manières de fonctionner. Comment tu l'activité là vis-à-vis de l'activité de... C'est ça, effectivement. Mais généralement, en termes de débouchés, tu as fini ta carrière en audit, donc être senior manager, directeur ou partenaire, ou aller en direction financière dans une entreprise et être responsable administratif financier ou bien directeur administratif financier, ou après faire de l'audit interne, ou aller en banque, ou aller en conseil. D'accord, donc il y a plein de débouchés. Mais effectivement, tu es d'accord avec moi que beaucoup de gens ne considèrent pas l'audit comme étant une finalité de métier en soi? Pas beaucoup de personnes au début, mais tu peux avoir un bon nombre de personnes qui restent au fil de l'eau restent. Parce qu'il y a beaucoup de... Moi, j'ai un discours de certains de mes amis qui disent souvent l'audit, c'est très formateur. L'audit est très formateur. Je vais faire de l'audit pour avoir la structuration, comme tu dis, pour avoir l'esprit bien structuré et après bifurquer vers autre chose. Oui, ça c'est très vrai. C'est une vérité que généralement, lorsqu'on entre en audit, on se dit toujours c'est un tremplin. Nous rentrons là pour son caractère formateur. On vient de se former, être structuré, avoir une vision globale et spécifique d'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, tous les paradigmes qui entourent la vie d'une entreprise. Donc après, tu te dis, tu as les connaissances assises pour aller faire autre chose. Donc généralement, quand quelqu'un entre en audit, c'est vraiment pour que l'audit soit pour lui un tremplin. D'accord. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Karl, pour avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Merci à toi, Raph, c'était un plaisir. Moi, je vais aller titiller ton entreprise et je vais leur dire qu'ils doivent te laisser un peu. C'est quoi que pour t'avoir, il faut souvent bagarrer. Mais c'est la vie que tu as choisie. C'est la vie que j'ai choisie. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre de ses choix. Oui, chacun doit porter son fardeau. Effectivement. Tu sais, je fais un petit clin d'œil à Back to Africa. Ça me rappelle Bertin Chofo, Back to Africa, qui disait... il a dit une phrase, mais choqué. Il disait qui vous a même dit qu'on est venu sur Terre pour se reposer? Donc, effectivement, il faut travailler, il faut bosser dur. Le travail affranchi, le travail rend des fois content. Pas avec excès. C'est ça, pas avec excès. Parce avec qu'il faut excès. savoir faire la différence entre la vie pro et la vie privée. Il faut quand même avoir une petite vie sociale. Donc, il faut aller boire une le vendredi. C'est ça, il faut savoir arbitrer. Ok,
Ok, merci, ça marche. Donc, merci à vous tous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne nous connaissez pas, si vous avez découvert grâce à cette vidéo. On a plein d'autres thématiques qui sont traitées sur divers d'autres sujets. On nous a beaucoup accusé sur Au-delà des frontières d'ailleurs. Je te le dis, Carl, d'être une chaîne qui est trop dédiée peut-être aux ingénieurs parce qu'il y a beaucoup de passages de profils data, de profils tech et d'autres métiers de l'ingénierie. On nous a dit, mais où sont les autres métiers? Il y a seulement les ingénieurs sur la chaîne-ci. J'ai dit, non, attendez, je vais vous dénicher une pépite. Je vais venir avec Monsieur Carl. Donc, il a été le premier épisode d'une autre série d'épisodes qui vont venir sur le secteur de la finance. On va essayer de couvrir petit à petit plusieurs autres secteurs comme ça pour vous proposer à vous toujours plus de choix, d'opportunités de carrière, de retour d'expérience de personnes inspirantes et inspirées par d'autres. Et on espère que vous allez transmettre le fardeau. Donc, on se voit une prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup.